Alors, le burn-out, hein, on va enfin passer à la question de départ. Ça a été conceptualisé et établi par Freudenberger en 1981 et en étudiant du personnel soignant. Alors, la définition de départ, c'est qu'est-ce qu'un burn-out? Donc, c'est un épuisement des ressources internes de l'individu et la diminution de son énergie, de sa vitalité, de sa capacité à fonctionner qui résulte d'un effort soutenu par cet individu pour atteindre un but irréalisable, et ce, en contexte de travail. Donc ça va vraiment été sur une observation du monde du travail. Donc évidemment, ça s'est élargi. Maintenant, dans le burn-out, les gens disent, d'ailleurs, j'ai fait un burn-out, et puis en fait, on se rend compte que c'est du surmenage, effectivement, ça peut être. Et puis, ça peut être de l'épuisement, et puis ça peut être en situation relationnelle avec des conflits qui perdurent et des gens qui combattent, et qui, à un moment, tombent. Alors, il y a quand même des spécificités chez les gens qui font un burn-out. On est tous d'accord là-dessus. C'est que dans le profil du candidat au burn-out, il y a des idéaux élevés. Donc évidemment, quand on est médecin, quand on est soignant, en général, c'est souvent le fait de vouloir aider, de vouloir guérir. On entretient un lien très fort avec ça. Donc, l'idéal est souvent élevé par rapport et donc nous favorise dans cette pathologie. Par ailleurs, il y a un déni de ses propres limites. Donc, en fait, une personne qui est dans le déni de ses propres limites, elle ne va pas dire qu'elle est dans le déni, puisqu'elle est dans le déni. Mais si on lui dit, tiens, j'ai l'impression, au vu de ce que vous me dites, et de son surmenage dans l'action, c'est que finalement, j'ai l'impression que vous êtes en train de nager vers l'horizon. Une personne qui est concernée par le problème, là, elle se dit, c'est exactement ce que je vis. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on nage vers l'horizon? Eh bien, on se noie. On finit par se noyer. Et là, c'est un moment fort, vous voyez, émotionnellement, parce que là, elle ne peut que valider ça, et ça commence à la faire sortir un petit peu du déni, éventuellement, dans laquelle elle est. Alors, enfin, quasiment pour terminer, effectivement, on a souhaité vous présenter, on appelle ça la courbe de Mass, Mass étant le docteur Sylvie Mass, qui a fait une étude sur la dépression et le burn-out, en collaboration avec Teresa Garcia, qui elle-même a développé le modèle de Palo Alto dans les pays francophones. Et donc, je vais vous présenter vite fait la ligne horizontale, on va dire, c'est la ligne normale, vous voyez, du stress. Il n'y a pas de stress. En dessous de cette ligne du stress, on va parler, elle s'appuie sur les travaux de Hans Selye, en disant qu'il y a un stress négatif, et au-dessus de cette ligne horizontale, on va parler d'un stress positif, donc adaptatif. Donc il y a un événement, il y a un moment où tout d'un coup il y a une réaction d'alarme par stress négatif. Puis, je veux bien que qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là? C'est une alerte, et là il y a les logiques. Vous voyez cette façon dont on a de réagir, ça peut être de l'évitement, ça peut être du contrôle, ça peut être de la croyance, ça peut être l'ensemble qui va commencer à se mettre en place. Donc on se met en place, le stress remonte, devient plus adaptatif, et là, il y a un stade de résistance. Ce stade de résistance qui a été observé dure à peu près 2 ans. Donc on a l'impression qu'on a un bon contrôle, on a l'impression qu'on peut bien éviter, on peut bien déléguer, on peut bien être rassuré, etc. Et on lutte comme ça, c'est adaptatif, on a l'impression que tout va bien, ça peut durer très tranquillement pendant 2 ans, mais évidemment, comme ce n'est pas complètement adaptatif, on va finir par s'épuiser. Donc, une tristesse adaptée finit, donc le stress commence à apparaître et à descendre de manière négative, et là, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va être important pour vous, médecins, avec vos... Parce qu'à ce moment-là, je veux bien que... Il y a l'apparition de symptômes physiologiques notamment, troubles du sommeil, au niveau des intestins, troubles de concentration, souvent épuisement, ça va atteindre la sexualité, perte de goût, perte de sens, etc. etc. Là, ils viennent vous consulter
hein, pour ces symptômes-là. Les stratégies sont donc moins efficaces et c'est une période finalement, plus ça descend, où on pourrait dire l'adaptation est encore possible. Ça peut encore remonter, on n'est pas complètement épuisé et pendant laquelle on peut agir pour prévenir le burn-out. C'est vraiment, et donc vous jouez en tant que médecin un rôle très important parce que c'est vous qui effectivement entendez les symptômes puisque ces gens-là vont vous consulter pour les symptômes et comme l'un d'entre vous disait, hein, si on écoute et qu'on fouille un peu derrière, quelquefois on peut avoir des préoccupations de travail et avoir contextualisé le symptôme. Quand ces personnes-là, malgré tout, ne consultent pas et continuent, la phase d'après est beaucoup plus embêtante parce que c'est la phase d'épuisement. C'est la phase d'épuisement et dans cette phase d'épuisement, soit ils tiennent quand même le coup, soit c'est à ce stade-là le moment où physiquement, psychiquement, les émotions sont anesthésiées par la solution, vous voyez, de l'action qui est mise en place. Le job est menacé, il y a une perte de soutien, c'est problématique souvent dans la vie personnelle parce que ça envahit la maison, moins de disponibilité, de l'irritabilité avec les enfants, avec le mari, etc., ou la femme, etc. Et là, c'est une phase très dangereuse parce que c'est là où on voit des phénomènes. Alors le karoshi, par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est au Japon notamment que c'est visible. Tout d'un coup, quelqu'un est sur son lieu de travail, tac, tac, et c'est la mort subite, un arrêt cardiaque, ou alors syndrome de Takotsubo, où là c'est aussi un problème au niveau cardiaque. Voilà. Alors, avant, donc c'est la phase d'épuisement. Donc ça c'est une phase d'épuisement. À ce stade-là, on pourrait dire que si la personne n'a pas le syndrome de Karoshi, elle est complètement à plat, mais en même temps, attention, c'est le vent, c'est le calme avant la tempête. Elle va reprendre des forces. Et là, attention, la phase la pire va démarrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surcompensation et elle va se dire, un peu comme Sun Tzu dit, quand vous êtes condamné, luttez. Hop, elle va, le peu de force qu'elle a, surcompenser. Et là, vous voyez, ils demandent une aide et ils viennent vous voir à ce moment-là, mais dans une urgence de tenir. Et attention, c'est un peu, d'une certaine façon, ce qui est arrivé au médecin de Michael Jackson. Michael Jackson, hein, évidemment, il était épuisé, il avait envie de faire son spectacle, il y avait une pression énorme économiquement, il n'était pas bien, il suppliait son médecin d'avoir ces injections, le médecin ne luttait pas contre ça, et voilà, il s'est fait accuser d'ailleurs. Donc c'est le phénomène, et attention, parce que là, la demande de ces gens-là, c'est d'être soutenus, et si on répond à leur demande, alors ça participe à les faire tenir dans un moment où ils vont finir par exploser. C'est là le burn-out au sens littéral du terme, de cette on pourrait dire, on est consumé de l'intérieur. Et là, on va voir apparaître parfois aussi des délires de persécution, de dépersonnalisation. Enfin, il peut y avoir vraiment des symptômes, des tentatives de suicide, etc. Voilà, et un burn-out vraiment grave. Alors, juste avant, les 3 stades, vous voyez les 3 bulles, c'est les 3 moments où la première, dans la tristesse adaptée, on peut être dans le préventif si on investigue. Dans la phase d'épuisement, c'est aussi un moment où c'est des personnes qu'on arrive à mobiliser. Et dans la surcompensation, il faut être particulièrement stratégique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on nous envoie quelqu'un qui est dans cette phase-là, la personne, ce qu'elle veut, c'est tenir. Donc on va lui dire, mais vous avez bien raison de vouloir tenir, mais la manière dont vous vous y prenez, stratégiquement, n'est pas adaptée. Et ça, cette personne-là, ça l'intéresse, ça la mobilise. Et ensuite, après, c'est tout notre travail, justement, de pouvoir la mobiliser avec
des modalités persuasives en évitant les logiques réelles de la raison, puisque le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, c'est une épreuve, le burn-out, non seulement qu'on peut prévenir, c'est pas simple, il faut connaître, et de toute façon dont on peut se remettre.